un élève s'est levé, s'est saisi d'un rouleau de sopalin ou de sopalin, s'est approché de la porte de la classe, qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol, en sortant de ce sopalin un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm. Et en s'approchant d'elle, il lui a porté un coup en levant la main droite au-dessus de la tête. Coup porté au niveau du haut de la poitrine et un geste décrit par certains témoins comme rapide, fluide, sans hésitation. Le mis en cause est alors resté debout, comme sidéré, et les élèves qui étaient présents dans la classe ont pris la fuite en courant. Cet élève mis en cause, donc, est entré dans la salle de classe voisine, jouxtant celle dans laquelle se déroulait ce cours d'espagnol. Et à ce moment-là, il faut le noter aussi et le saluer, sont intervenus deux professeurs qui lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu'il a fait en déposant le couteau au sol, qui l'ont apaisé, maîtrisé. Et à ce moment-là, ce garçon aurait déclaré « J'ai ruiné ma vie, tout est fini ». Et il aurait fait état également de ce que quelqu'un aurait pris possession de son corps. Une autopsie de la victime a été réalisée ce matin. Des premières conclusions, il apparaît qu'un seul coup violent a été porté de haut en bas, ayant entraîné la section de l'aorte et l'atteinte du poumon droit sur une longueur d'environ 14 cm, avec une perforation du sternum. Un coup violent donc, et un coup, et c'est pour cela que je souligne ces conclusions, qui était nécessairement fatal, de sorte que les secours qui ont été portés avec le plus d'efficacité et le plus de rigueur possible ne pouvaient, en tout état de cause, pas permettre de sauver la victime. L'arme qui a été saisie est un couteau de cuisine, je l'ai dit, avec une lame d'une longueur de 18 cm, couteau de cuisine qui, manifestement, provenait du domicile du père du mis en cause et qui aurait été mis dans son sac par l'adolescent la veille de la commission des faits. Alors, ce qui interpelle, évidemment, ce sont les motivations d'un tel acte, sa prévisibilité éventuelle et la personnalité de l'auteur présumé. Sur ce plan, et je parle sous toute réserve des auditions qui continuent à se dérouler actuellement à l'heure à laquelle je vous parle. Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de sa première audition, mais comme je vous l'ai dit, à cette heure, le mis en cause est toujours entendu par les officiers de police judiciaire du SPJ de Bayonne. On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eue la veille avec un camarade. Et sur ce plan, il a eu des propos un peu fluctuants, notamment avec
le médecin requis pour l'examiner dans le cadre d'un examen psychiatrique. En tout cas, il aurait mis en avant qu'il aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon avec lequel il s'était disputé, comme pour le punir d'une certaine manière. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements. Ce mineur, cet adolescent, était jusqu'à ce jour inconnu de l'autorité judiciaire, non seulement sur le plan pénal, mais également en matière d'assistance éducative et inconnu également des services de l'aide sociale à l'enfance. C'est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans sa relation à autrui, et qui présentait depuis l'enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphiques. Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et qui l'aurait beaucoup affecté. En tout état de cause, il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Pour autant, cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen ? Que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve, là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement. Au regard de l'articulation des faits, de leur évidente préparation, mon parquet ouvrira demain une information judiciaire sous la qualification de meurtre avec préméditation. J'ai bien conscience que, à cette heure, les réponses, les motivations d'un tel acte, qui à mes yeux ne présentaient aucun caractère de prévisibilité, demeurent évidemment insatisfaisantes. Et ce sera aussi tout l'enjeu de l'information judiciaire qui sera ouverte demain et qui devra s'attacher à préciser les ressorts, les mécanismes de ce passage à l'acte, en lien notamment avec une étude beaucoup plus approfondie de la personnalité du mis en cause et de son évolution, une étude bien plus approfondie que celle qui peut être réalisée dans le temps d'une garde à vue. Et c'est en tout cas les éléments dont nous disposons aujourd'hui et qui, je l'ai dit à mes yeux, justifient pleinement l'ouverture de cette information judiciaire sous cette qualification d'assassinat. Je vous remercie.